Nouvel épisode du vlog Pingouin. Aujourd'hui, on est avec Catherine Bocage. Catherine a étudié au HEC, travaille en ce moment en plein de choses, mais en entrepreneuriat essentiellement, issue d'une famille d'entrepreneurs aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, dont l'appui aux PME, les entreprises familiales, un peu tout ça. Commence par nous parler un petit peu de toi, ton parcours professionnel. Oui. Premièrement, j'ai fait mon bac, ma maîtrise à HEC. Je suis rentrée à HEC en me disant je vais devenir CPA. Pour moi, c'était clair. Je ne m'ai même pas ouvert mes horizons à autre chose. Plus j'ai avancé là, dans mon parcours, je me suis rendu compte que peut-être que finalement, c'était pas nécessairement ça. C'était plus le volet humain, le volet créatif, le volet entrepreneur qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai poursuivi là, à la maîtrise à HEC, où est-ce que là, je me suis vraiment penchée à étudier tout le phénomène de l'entrepreneuriat de manière générale. Et mon directeur de mémoire à l'époque savait que je venais d'une entreprise familiale. Fait qu'à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, ça ne tente pas de venir étudier c'est quoi les entreprises familiales, c'est quoi leurs défis, c'est quoi qui fait que ça fonctionne, c'est quoi qui fait que ça ne fonctionne pas. » Fait que je me disais « Ah, bien, pourquoi pas? » Fait que j'ai passé quand même une bonne année à étudier le phénomène des entreprises familiales, puis je pense qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Ouais. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai fini ma maîtrise et je suis restée à HEC, mais dans un pôle de recherche, puis qui faisait aussi du transfert de connaissances. Fait qu'on travaillait avec des entrepreneurs, avec des entreprises familiales. Puis avec eux, on développait du contenu, on faisait de la formation pour justement les aider à faire face à leurs défis quotidiens, leurs défis stratégiques, leurs enjeux de relève, surtout dans les cas d'entreprises familiales. Fait que j'ai travaillé là, au pôle entrepreneuriat et à Famille en affaires à HEC là, jusqu'à tout récemment. Et ça fait quelques mois que j'ai décidé de me lancer sur le terrain, donc d'aller du côté là, de la consultation chez Coboom. Donc, on fait de l'accompagnement, puis j'en parlais un peu tout à l'heure, de l'accompagnement auprès de PME. Donc, on est vraiment là un cabinet conseil spécialisé avec la PME où est-ce qu'on fait de la consultation en management. Donc, ça, c'est mon nouveau quotidien. Sinon, depuis quelques temps aussi, je suis chargée de cours à HEC, où est-ce que là, je prends ce que je fais au quotidien, mais je le ramène en classe parce que j'essaie de partager là, au maximum ma passion des PME là, aux étudiants du bac à HEC. Tes étudiants, d'ailleurs, à qui je présente une conférence sur l'entrepreneuriat, je trouve ça très intéressant. Là, en fait, là, je comprends maintenant que c'est des étudiants en comptabilité à qui tu essaies peut-être d'ouvrir les horizons à autre chose. Peut-être qu'ils ne sont pas rendus là encore. Non, mais ça viendra peut-être. Peut-être ou peut-être pas, mais juste leur faire conscience que sûrement au courant de leur parcours professionnel, qu'ils deviennent CPA ou non, ils vont devoir travailler avec des PME parce que c'est vraiment notre tissu économique. Là, au Québec, c'est 99 des entreprises, c'est des PME. Fait que juste de venir les sensibiliser à c'est quoi les dynamiques, c'est quoi les différences entre la PME, entre la grande entreprise, pour qu'après ça, ils puissent avoir un petit peu de ces éléments-là. Ben oui, très petites entreprises, travailleurs autonomes, etc. Mais qu'il y ait un peu de ces éléments-là dans leur bagage de savoir pour qu'après ça, quand ils vont travailler avec eux, bien, ils puissent ajuster leurs pratiques en fonction de la clientèle qu'ils vont desservir. C'est très intéressant. On va parler un peu de tout ça plus en détail après. Tu es issu d'une famille en affaires, donc ta famille a une entreprise. Tu disais pas avoir les horizons ouverts quand tu as commencé à étudier pour être CPA. Comment la fibre entrepreneuriale a été transmise? J'imagine que ta famille a joué un rôle là, dans tout ça. Oui. Comment tu t'es ouvert les horizons? Qu'est-ce qui a fait que tout ça est arrivé? Probablement plein d'éléments, mais comment ça s'est passé pour toi? Bien, je pense qu'en effet, c'est une somme d'éléments. Moi, je pense que peu importe ce qu'on va chercher à faire, je pense que notre environnement, de façon générale, a un gros impact sur ce qu'on devient. Puis notre premier environnement quand on grandit, c'est la famille. Là, moi, au début, mes parents, il y avait leur bureau dans le sous-sol. Fait que j'ai vraiment grandi. Puis à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de cellulaire. Fait qu'on avait réellement une ligne de bureau dans notre sous-sol qui nous empêchait des fois de nous connecter à Internet. Mais grosso modo, j'ai vraiment grandi là-dedans. Puis pour moi, ça a été aussi mes premières expériences professionnelles. L'été, j'allais travailler. Mes parents sont dans le domaine immobilier. Ils ont un parc immobilier. Fait que je suis aussi partie à la base. J'ai peinturé des logements, j'ai vidé des logements, j'ai fait des planchers de céramique, des murs de céramique. Fait que j'ai baigné là-dedans. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est un style de vie. Tu vois tes parents bâtir quelque chose ensemble parce que c'est aussi un couple en affaires. Fait que tu te rends compte à quel point c'est beau, c'est intéressant. Il y a un sentiment de fierté aussi au fil des années qui se développe. Puis par la suite, même quand je me suis retrouvée au HEC à étudier les entrepreneurs, bien, j'ai découvert un peu cette même fierté dans les yeux des entrepreneurs quand ils te racontent leur histoire, comment ça a parti, où c'est rendu, c'est quoi leur vision de l'avenir. Fait que je pense que cette espèce de passion-là, puis l'environnement dans lequel j'ai grandi, je me suis reconnue un peu à travers ça.
c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai le goût justement d'aider les entrepreneurs puis les entreprises familiales aussi à réaliser un peu leur rêve professionnel, leur rêve d'affaires, puis de faire rayonner leur entreprise. Puis à travers tout ça, toi, tu n'as pas d'entreprise encore, Non. tu les aides, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable pour toi de te partir en affaires ou de reprendre la business familiale plus tard? Bien, éventuellement, je l'espère que sûrement l'entreprise familiale. Moi, j'ai un frère et une sœur. C'est sûr que j'ai un rêve profond d'éventuellement pouvoir travailler avec eux puis poursuivre l'entreprise puis l'amener à d'autres niveaux. Pour l'instant, je suis super bien où je suis. Accompagner les entrepreneurs en ce moment, c'est vraiment mon X. Autant j'ose croire que je leur apporte des choses avec une certaine expertise, autant j'apprends énormément sur le terrain. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut voir, les belles choses qui se font au niveau de l'entrepreneuriat en ce moment à Montréal, au Québec de façon générale. Donc, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Je suis vraiment moi-même curieuse de savoir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années. Mais je suis certaine que l'entrepreneuriat va toujours rester là, dans mon univers rapproché. Ouais. Puis maintenant, si on parle un peu plus de ton rôle, en fait, là, tu es plus en soutien aux entreprises, en consultation avec Koboom. C'est quoi ton rôle à toi dans cette équipe-là? Puis qu'est-ce que l'équipe vient faire au sein des entreprises? Bien, dans le fond, on est une équipe de conseillers et conseillères. On est majoritairement des femmes. Là. Il y a Jean-Pierre qui est l'homme de la gang, mais grosso modo, on est toutes conseillères. Puis notre rôle, c'est vraiment, notre mission, en fait, c'est de co-créer les PME de demain. Donc, c'est vraiment notre leitmotiv, là, pourquoi on se lève le matin. Puis comment on fonctionne? Nous, souvent, les entrepreneurs puis les entreprises nous approchent en voulant faire une planification stratégique. Fait qu'ils veulent réfléchir à c'est quoi leur entreprise aujourd'hui, puis où est-ce qu'ils veulent l'amener demain. Donc, comment on fonctionne quand on travaille avec eux? C'est que la première étape, c'est qu'on se rend chez eux, puis on fait une analyse un peu 360 de la situation de leur entreprise aujourd'hui. Fait qu'on évalue c'est quoi les forces, les faiblesses de l'entreprise, c'est quoi les opportunités et les menaces qu'on peut voir sur le marché. Puis par la suite, on les fait venir à nos bureaux pendant 2 jours, parce que là, on leur donne le temps de réfléchir. Et l'espèce d'analyse qu'on a faite, où est-ce qu'on est allé là, identifier les opportunités, les enjeux, les éléments sur lesquels on pourrait travailler, mais c'est la première chose qu'on leur présente. Donc, une fois que tout le monde a le portrait général de l'entreprise, bien là, on s'assoit puis on se dit, bon, maintenant, où on veut aller, où on se voit évoluer. La première chose qu'on fait ensemble, bien, c'est de venir redéfinir la vision et la mission. Donc, on essaie de remonter un peu aux bases de l'entreprise puis se dire, bon, bien, au niveau de la mission, bien, pourquoi l'entreprise existe? C'est quoi un peu notre why? C'est quoi notre raison d'être? On vient aussi déterminer c'est quoi les valeurs. Donc, on vient déterminer ensemble c'est quoi les 3 valeurs principales de l'entreprise. Puis avec cette mission-là puis ces valeurs-là, bien, ça vient vraiment établir les assises de l'entreprise. Puis ça devient un peu pour eux un filtre à la décision. Donc, autant au niveau de l'embauche, autant quand vient le temps de développer des nouveaux projets, innover, développer des nouveaux marchés, etc. Bien, s'ils connaissent vraiment bien leur mission, connaissent vraiment bien leurs valeurs, bien, ils sont capables d'aligner par la suite leurs prochaines décisions avec ces assises-là. Puis une fois qu'on a maintenant notre base, bien, on travaille avec eux tout le volet de la vision. Fait que c'est quoi leur rêve pour l'entreprise? Fait qu'où ils se voient dans les 10 prochaines années. Puis par la suite, bien, on recule, puis on se dit, bon, bien, pour atteindre ça dans 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire dans 3 ans, puis qu'est-ce qu'il faut faire dans 1 an? Puis là, on a vraiment un plan stratégique pour la prochaine année. Et nous, on dit qu'on est vraiment un one-stop shop pour la PME. Fait qu'une fois qu'on a établi ce plan de match-là, bien, on a l'expertise à l'intérieur pour venir intervenir à différents niveaux. Fait que si, par exemple, on identifie que Pingouin, bien, son opportunité se trouve au niveau des opérations, bien, on a une expertise en gestion opérationnelle, on a une expertise en gestion de la performance, en marketing stratégique, en développement organisationnel. Fait qu'on fait vraiment l'ensemble des expertises qui pourraient être là, intéressantes pour la PME. Mais on s'assure vraiment d'avoir un portrait global général pour pouvoir venir là, aider aux bons endroits. C'est très intéressant. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de, pas de boom, mais peut-être un boom, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font ce genre de consultation. Il y a des organisations comme Parcours PME, de type PME Montréal, pour vraiment appuyer la sphère entrepreneuriale. Pourquoi? En fait, c'est quoi l'importance, selon toi, des entreprises comme Koboom ou des Parcours PME, soutien aux familles en affaires, tout ça, tu sais, ça joue quel rôle? Bien, ça joue plusieurs rôles. Puis en fait, une des choses que je voudrais dire, c'est que je trouve ça super intéressant que de plus en plus, on va émerger ce genre d'initiative-là, ce genre d'organisation, ce genre d'entreprise-là. Parce que pour les entrepreneurs, premièrement, ça leur donne un temps d'arrêt ou un espace de réflexion. Parce que souvent, les entrepreneurs, on est pris dans notre quotidien, on est pris dans nos opérations, puis on ne se donne pas nécessairement le temps d'arrêter puis de dire, bon,
Ça fait 10 ans que je fonctionne de cette façon-là. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon? Ça fait peut-être trop longtemps aussi. C'est ça. Est-ce que je peux me donner un 24 heures, un 48 heures pour essayer de réfléchir avec les gens qui travaillent avec moi, avec les employés, avec les autres gestionnaires, avec des entrepreneurs, avec des facilitateurs, puis essayer de réfléchir à, bon, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je peux améliorer, puis qu'est-ce que je dois absolument abandonner. Parce que c'est un peu la roue qu'il faut toujours travailler. Fait que je pense que se donner justement ce temps d'arrêt-là est super important. Puis par la suite, c'est d'aller chercher une certaine expertise. Le parallèle que je trouve intéressant de faire, c'est de venir différencier, aller chercher de l'expertise ou aller chercher de l'expérience. Je pense que l'expertise, c'est vraiment important de venir aller chercher qu'est-ce qu'on a réellement de besoin, puis d'aller chercher les outils, puis les dernières pratiques, les dernières solutions qui sont vraiment nouvelles sur le marché pour faire face aux nouvelles problématiques qui sont sur le marché. Comme nous, par exemple, chez Coboom, chaque conseillère, 20 de notre temps est en recherche et développement. Fait qu'on s'assure de vraiment aller voir ce qui se fait là, à l'échelle mondiale en termes de nouvelles solutions en stratégie, nouvelles solutions en excellence opérationnelle, pour s'assurer que les problématiques que les gens vivent aujourd'hui, on n'essaie pas de les régler avec des solutions d'hier, on les règle vraiment avec des solutions d'aujourd'hui, puis même éventuellement là, des solutions qui sont en train d'émerger. Un peu comme des entreprises comme Google peuvent faire, de consacrer à ce qui se fait demain pour pouvoir mieux servir, en fait, les clients d'aujourd'hui et de demain. Exactement, exact. Fait qu'un temps d'arrêt, puis l'expertise, je pense que c'est vraiment la raison pourquoi. Puis, tu disais que tu étais contente de voir qu'il y avait beaucoup d'initiatives comme ça. Pourquoi tu penses que l'entrepreneur... Moi, j'ai un peu mon idée dans le sens où moi, j'ai mon expérience aussi personnelle. Je comprends de plus en plus pourquoi on a ce genre de soutien-là, puis pourquoi c'est important d'aller les chercher. Mais selon toi, c'est quoi que l'entrepreneur a besoin à ce niveau-là? Bien, tu sais, souvent, on dit que les entrepreneurs, ils ont comme 3 têtes. Tu sais, souvent, ils sont très techniciens, fait qu'ils ont démarré leur entreprise avec un certain savoir-faire. C'est comme toi, tu as démarré Pingouin parce que tu étais un photographe, tu avais une expertise en photographie. Par la suite, bien, on a tout le volet gestionnaire. Fait qu'au fil du temps, bien, on s'est mis à avoir un certain chiffre d'affaires. Fait qu'on a dû mettre en place des procédures, des politiques parce qu'on s'est mis à avoir des employés. On s'attarde à la comptabilité, on gère nos chiffres, etc. On s'assure que notre entreprise doit être profitable. Mais on a aussi notre tête d'entrepreneur qui doit fonctionner. Puis c'est cette tête-là souvent qui est mise de côté parce que bien, les opérations, c'est ce qui roule au quotidien. Puis la gestion, bien, il faut qu'elle se fasse parce qu'on veut être profitable. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se reculer puis se dire, bon, bien, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma stratégie, puis c'est cette tête-là d'entrepreneur qu'il faut que l'entrepreneur cultive, puis qui est souvent pas naturelle, mais que souvent les organismes comme des PME Montréal, des parcours innovation, comme Coboom, comme d'autres entreprises, bien, on essaie justement de travailler cette tête-là d'entrepreneur pour se dire, bien, notre modèle d'affaires d'hier fonctionnait hier, fonctionne peut-être encore aujourd'hui, mais le monde change tellement vite qu'il faut revoir, il faut révolutionner notre modèle d'affaires constamment pour s'assurer d'être en adéquation avec notre marché. Fait que c'est vraiment, je pense, mon opinion sur... C'est très intéressant. Je sais pas si tu t'en lis avec ta... Moi, en fait, c'est un peu ça, c'est de dire, bien, on n'est pas spécialiste nécessairement dans tout, donc il faut s'entourer, puis cette aide-là, il faut aller la chercher. Il faut aussi être capable d'avouer qu'on doit aller chercher de l'aide, puis c'est ce qui nous permet de respirer, comme tu dis. Ça, c'est vrai qu'on l'oublie aussi des fois en se disant, bien, pourquoi est-ce que j'irais chercher quelqu'un qui me donne juste du temps pour réfléchir? T'sais? On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans les opérations, tout ça, mais c'est quand même assez essentiel, surtout en création, comme nous, on crée, il faut se donner du temps pour réfléchir, il faut se donner du temps de pause, du temps de jeu, c'est important. C'est noté que si on a le temps de jouer dans une journée, bien, ça va nous rendre plus créatifs. Tout ça, ça a une incidence aussi sur l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur, en fait, doit être créatif, donc a besoin de ce temps-là, je pense. Fait on a une réponse similaire. Puis pourquoi, avec Coboom, tu parlais de plan stratégique, planification stratégique, pourquoi c'est important? C'est quoi la raison d'être du plan stratégique? Oui, pourquoi c'est le nerf de la guerre, en fait, selon moi, mais pourquoi? Bien, en fait,
souvent, on utilise une image, puis là, je vais essayer de mettre en mots l'image qu'on utilise, mais il y a deux façons de faire évoluer son entreprise. Soit on part de notre situation actuelle, puis là, au fil du temps, on va croiser des enjeux, des défis, on va croiser des opportunités. Fait qu'on va essayer de réduire au maximum l'ensemble des défis qu'on va croiser, puis de saisir l'ensemble des opportunités parce qu'on se dit, ah, bien, cette opportunité-là, elle se présente au temps X, peut-être qu'elle ne reviendra pas dans 2 ans, fait que je vais essayer de la saisir à gauche et à droite. Puis tranquillement, bien, pour nous rendre à une vision qu'on connaît plus ou moins, bien, ça prend énormément de temps parce qu'on saisit un peu tout à gauche et à droite sans nécessairement avoir une ligne directrice. Nous, ce qu'on fait avec notre planification stratégique, c'est que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on part de notre situation actuelle, puis on se dit, bon, où je vais me rendre dans 10 ans? Fait que c'est vraiment notre vision finale. Puis par la suite, bien, je mets en place des actions puis des objectifs pour essayer de me rendre à ma situation finale ou mon objectif visé le plus rapidement possible. Parce que oui, il va y avoir du bruit, oui, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, oui, il va y avoir des enjeux qui vont se présenter, mais si je suis capable d'évaluer à chaque opportunité si cette opportunité-là est en lien avec ma vision, si elle est en lien avec ma mission, si elle est en lien avec mes valeurs, bien, je vais la prendre pour les bonnes raisons, puis peut-être qu'elle va me faire rebondir pour atteindre ma vision plus rapidement. Fait que c'est juste de venir établir certaines lignes directrices qui vont permettre à l'entrepreneur d'évoluer dans un monde qui est en changement, qui a plein de choses, qui a plein d'opportunités, puis vraiment aller plus vite à son objectif final. Est-ce que tu crois, je disais tantôt, c'est le nerf de la guerre, la planification stratégique. Est-ce que tu crois que c'est assez connu ou ça reste quand même la bête méconnue d'une entreprise quand on se part en affaires, quand on a une entreprise depuis plusieurs années? Tu sais, c'est sûr qu'on en parle depuis longtemps de la planification stratégique, mais maintenant, c'est vraiment essentiel. Puis, on est rendu au 6e vlog. Toutes les discussions ont tourné. S'il y a un sujet qui est global, c'est les valeurs de l'entreprise, puis le pourquoi, puis la raison d'être, en fait, de l'entrepreneur même qui véhicule ça, autant dans son entreprise que même si c'est les vraies bonnes valeurs, il peut ramener ça à la maison, puis ça fonctionne quand même. Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on met assez de l'avant cette planification-là? Moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup avec les organisations ou les organismes qui peuvent aider les entreprises. On parle beaucoup de financement, mais en fait, il faut penser à aller chercher cette aide-là de planification à travers du financement. Mais est-ce que la planification stratégique, là est ma question, on en parle assez? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire encore. Juste le mot stratégie. Si je te demandais c'est quoi de la stratégie, tu prendrais sûrement 5 minutes pour m'expliquer ta définition de stratégie. C'est pas clair, c'est flou, c'est gris, c'est comme le management de façon générale. Mais je pense que si on traduit planification stratégique par un peu plan d'action, le plan de la vision, puis qu'on réussit justement à faire comprendre le pourquoi c'est important. Parce que pour nous, c'est certain qu'à chaque fois qu'on rencontre un nouveau client, qu'on fait une note de service, il faut expliquer la raison d'être de la planification stratégique. Fait que pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est encore méconnu la raison d'être de la planification stratégique, mais je pense que de plus en plus, les entrepreneurs, on en parle tellement que finalement, je pense que les consultants ou les gens dans le milieu vont finir par faire passer leur message pour dire que c'est un temps qui vaut la peine d'être pris, puis c'est un temps qui a de la valeur. C'est pas parce que tu n'es pas dans ton entreprise pendant 2 jours que tu ne crées pas de valeur. C'est ça. Je pense que... ça peut être vu aussi, par exemple, comme un... En fait, il faut que ça soit vu comme un investissement. Mais des fois, ça peut être vu comme pourquoi je penserais à dans 10 ans quand je peux travailler aujourd'hui à servir mes clients devant moi, tu sais. Mais je pense qu'il faut que ça soit vu comme un investissement. Mais c'est sûr que on a été les deux à Expo Entrepreneur l'année dernière, puis dans les ateliers, la planification stratégique, je l'ai entendu, mais ça reste pas le sujet du jour. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en parle peut-être pas assez. Alors, on va en parler davantage. Génial. Ouais. Mais non, mais c'est super important. Puis je pense aussi de prendre le temps de se rasseoir puis de redéfinir, c'est quoi notre mission, pourquoi notre entreprise existe, c'est quoi notre culture, c'est quoi notre ADN. Je pense que pour l'entrepreneur, c'est une bonne chose, mais aussi en termes de mobilisation. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. De plus en plus, les gens veulent travailler pour des entreprises qui ont une raison d'être, qui ont une belle culture, qui ont une belle ADN. Les gens veulent faire une différence, veulent travailler pour une mission. Je pense que juste pour ça, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, si on réussit à rendre notre entreprise à être plus sexy, plus intéressante, juste en redéfinissant c'est quoi nos valeurs puis c'est quoi notre mission,
puis en embauchant en fonction de cette mission-là puis de ces valeurs-là, je pense que c'est un élément de solution, là, parce qu'il y a un contexte économique autour de la pénurie de main-d'œuvre, mais je pense que si on réussit à être attirant puis à être capable de retenir ces gens juste parce qu'on a une bonne mission, bien ancrée, bien vécue au quotidien de l'entreprise, je pense qu'on a quand même un élément de réponse. Puis j'imagine que ce travail-là doit soulever bien des défis auprès des entrepreneurs. Le volet de la pénurie de main-d'œuvre? Mais non, le volet de planification stratégique que Koboom peut soulever ou d'autres acteurs du milieu peut mettre au grand jour, en fait, des défis que l'entrepreneur voyait peut-être même plus ou avait peut-être oublié. Oui, ou des fois, on se rend compte que souvent, quand on leur présente leurs conditions actuelles, ils nous disent « Ah, vous nous apprenez rien. » Là, ce qu'on leur dit, c'est que en effet, si on vous apprenait des choses, c'est là qu'il y a un problème. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui avez la meilleure compréhension de votre entreprise. Mais c'est juste que nous, on vous l'a présenté de façon organisée en vous présentant c'est quoi les causes et les conséquences de chacun des éléments. Compris, en fait. C'est ça. Puis c'est juste avoir après ça une vue d'ensemble pour, après ça, partir une discussion puis une conversation qui va faire évoluer les choses. Parce que les entrepreneurs, ils savent tout ce qu'il faut faire. Ils les ont lu, les livres, ils sont allés aux conférences, ils ont écouté les TED Talks. C'est juste qu'il faut leur donner le temps de mettre par écrit. Puis de même, nous, on va jusqu'au point dans les planifications stratégiques à dire, OK, bien, c'est quoi les projets sur lesquels il faut travailler pour l'année prochaine? C'est qui les leaders de projet? C'est qui l'équipe de projet? Puis c'est quoi l'échéance? Il faut vraiment faire l'ensemble du travail parce que sinon, un plan stratégique, ça reste sur une feuille, ça reste dans un ordinateur, ça reste affiché sur un mur, peu importe, mais c'est pas vécu au courant de l'année. Puis là, on se retrouve 1 an plus tard, puis on est au même point. Donc, il faut vraiment s'assurer. Le plan stratégique prend tout son sens quand on met en place les actions qu'on écrit qu'on allait mettre en place. Puis, en parlant de défis, vois-tu un parallèle entre les défis de l'entrepreneur puis les défis de l'entreprise familiale? Parce qu'on sait que la famille peut amener beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des défis qui se ressemblent ou non, selon toi? Je pense beaucoup de défis. Autant au niveau, excuse-moi, académique, ton expérience académique dans tes études, que aussi au niveau personnel, dans ta famille, est-ce que tu as vu certains défis, des anecdotes ou autre chose? Bien, si je pense que les défis que vivent les entrepreneurs sont aussi vécus dans les entreprises familiales. Il y a cette même dynamique-là qui se passe. Toutefois, quand on est dans un contexte d'entreprise familiale, on rajoute une couche qui s'appelle l'émotion. Les liens familiaux, qui sont souvent l'élément magique qui font que ces entreprises-là fonctionnent à travers le long terme. Parce que souvent, quand on regarde les entreprises familiales, puis moi, au-delà du fait que je venais d'entreprise familiale, ce qui m'a amené à m'intéresser beaucoup à l'entreprise familiale, c'est qu'en lisant rapidement, je me suis rendu compte que c'est des entreprises qui, en Amérique du Nord, où on dit que la PME, c'est 99 de nos entreprises, mais 90 d'entre elles sont considérées comme familiales. Fait que c'est vraiment un tissu économique énorme. Oui, c'est vraiment. Puis c'est souvent des gens qui sont performants dans la durée parce que c'est des entreprises qui, de par leur ADN familial, ils ont un souci d'être transmises à travers les générations. Fait que nos décisions, on ne les prend pas pour le bonus à la fin de l'année ou pour notre performance financière à court terme, mais plus pour assurer la pérennité des entreprises. Fait que juste le fait que ce soit des entreprises qui, quand ça fonctionne, quand on réussit justement à gérer tout ce volet familial, tout ce volet émotionnel, bien, ça fait en sorte que c'est vraiment des machines qui peuvent fonctionner là, à travers les générations. Quand on regarde en Europe, ici, en Amérique du Nord, on est plus jeune, là, on est un plus jeune continent. Fait que, là, on commence à voir les troisième, les quatrième générations. Mais quand on regarde de l'autre côté de l'océan, là, il y a des grandes entreprises qui sont là depuis super longtemps. Fait que si je reviens aux défis, tous les défis de planification, de vision, de savoir où on s'en va, de faire face aux enjeux économiques sont quand même là. Mais je pense que le dirigeant d'entreprise familiale doit être en mesure de jongler avec plusieurs balles. Il doit jongler avec la performance de l'entreprise parce qu'au final, on a une entreprise, c'est que notre but premier, c'est que ça performe économiquement. Par la suite, bien, il doit jongler avec l'harmonie familiale parce que veut pas, il peut avoir des... c'est ça. À Noël, tu es assis à côté de l'autre. Là. Exact. Si tu chicanes au mois de mai à cause de l'entreprise, bien, le 24 décembre suivant, tu es quand même assis à côté de ton frère. Fait qu'il y a toute cette harmonie-là que le dirigeant doit devoir jongler. Par la suite, bien, il doit jongler, surtout quand on est dans un contexte de relève, bien, avec les aspirations de tous et chacun, surtout au niveau de la génération montante. On peut avoir plusieurs prospects, pouvoir plusieurs jeunes qui sont
intéressé et intéressant à prendre la relève de la famille. Fait que devoir gérer ces attentes-là, ces aspirations-là. Puis par la suite, bien, gérer ses propres aspirations en tant que dirigeant d'entreprise, à savoir, est-ce qu'il veut diriger l'entreprise encore pour longtemps? C'est quoi son horizon d'activité encore? Qu'est-ce qu'il veut faire par la suite? Comment il veut voir évoluer son entreprise? Comment il se perçoit en tant qu'entrepreneur? Donc, il y a tous ces éléments-là. Y a-t-il des trucs pour faire est-ce qu'il faut faire une ligne entre la famille puis l'entreprise? Est-ce qu'il faut essayer de mêler un peu tout ça pour garder le chaînon dans toutes les activités? T'sais, y a-t-il quelque chose qui peut aider un entrepreneur qui a une entreprise familiale à faire perdurer le tout? Bien, il y a plusieurs choses. Puis la littérature, puis même la pratique regorge d'outils. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut tracer des frontières entre le système de l'entreprise et le système de la famille, mais les frontières doivent retenir certaines informations, mais laisser transmettre, circuler certaines informations parce que, veut pas, même si on ne travaille pas directement à l'intérieur de la famille, bien, ça reste que souvent l'entreprise familiale va nous impacter quand même, que ce soit d'un point de vue strictement familial, strictement au point de vue de notre quotidien, même une question de patrimoine. Je pense que c'est important quand même de laisser aller l'information, puis surtout de se donner des structures, puis sans vouloir parler de structures de gouvernance, mais plus des forums de communication où est-ce qu'on se dit, bon, bien, aujourd'hui, à telle heure, on se rencontre, voici notre ordre du jour, on discute des enjeux familiaux. Une autre journée, 2 jours plus tard, on s'assoit. Aujourd'hui, on traite des enjeux de la famille, puis l'implication de la famille dans l'entreprise. Fait que de se donner des moments, parce que une des difficultés, puis un des défis, souvent en contexte d'entreprise familiale, c'est qu'on est amené à porter différents chapeaux. Fait que l'entrepreneur ou entrepreneure, parce que de plus en plus, on voit que c'est des femmes, fait qu'on porte le chapeau de mère pendant qu'on porte le chapeau de patronne parce qu'on dirige l'entreprise. Fait que savoir quel chapeau je porte. T'sais, moi, quand je rentre dans le bureau de mon père, est-ce que je parle à mon employeur ou je parle à mon père? Je vais avoir quand même des discours et des discussions différentes. Donc, pouvoir cadrer justement ces différents forums-là, ces différents espaces de communication-là pour savoir justement quand je parle de quoi. Juste ça, souvent, ça peut permettre d'avoir les discussions que souvent on n'a pas nécessairement parce qu'on se sent maladroit puis on se sent inconfortable. Fait que là, on se crée vraiment des moments pour en discuter. Souvent, il y a beaucoup de familles qui vont faire venir des gens de l'externe, des facilitateurs, pour pouvoir animer les discussions qui sont souvent peut-être plus délicates. Est-ce que c'est quelque chose à faire, exemple, dès les premières étincelles ou même avant les étincelles? Moi, je dirais avant. J'imagine qu'il faut prévenir plutôt que guérir dans ces situations-là, parce que ça peut avoir des impacts aussi sur l'entreprise. Puis si ça a des impacts sur l'entreprise, ça découle sur la vie de chacun. Oui, dans le fond, non, c'est de créer. Souvent, on va voir émerger ces structures-là, comme par exemple un conseil de famille ou un comité aviseur ou un conseil d'administration, dépendamment. Quand tranquillement, on va voir la nouvelle génération démontrer de l'intérêt pour l'entreprise. Quand ils vont être à un âge, par exemple, de participer à une conversation d'affaires, et qui vont être en mesure de pouvoir partager c'est quoi leurs aspirations, de quelle façon ils veulent s'impliquer dans l'entreprise familiale. Fait que tranquillement, on peut voir émerger ce qu'on appelle un conseil de famille qui se rencontre peut-être 4 fois par année au début, peut-être un peu plus tard, pour justement discuter de comment la famille veut continuer à s'impliquer dans l'entreprise. Est-ce qu'on a une génération montante, des gens qui veulent s'impliquer vraiment pleinement dans l'entreprise, comment ils voient évoluer leur rôle, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment, je pense, de le faire en amont pour pouvoir se donner le droit d'avoir les discussions au bon moment. C'est vraiment tout un monde complètement parallèle à l'entrepreneuriat que moi, je connais un peu moins, mais c'est tout aussi intéressant comme sujet. Est-ce que tu penses... on peut peut-être se poser la question, est-ce que entreprise familiale pourrait rimer avec une meilleure conciliation travail-famille? Est-ce qu'il peut y avoir un parallèle à faire là-dessus ou c'est complètement l'inverse? Parce que là, depuis tantôt, on tend à dire que c'est peut-être plus compliqué, en fait. Mais comment tu vois ça? Bien, au niveau de l'équilibre travail-famille, je pense que... Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Moi, ce que j'ai vu souvent, c'est d'un point de vue entrepreneur de façon générale. Ouais. Souvent, on se rend compte que les gens, puis justement, il y a eu une recherche de l'indice entrepreneurial québécois
qui a été faite par le réseau M, la Fondation d'entrepreneurship et HEC Montréal. Dans le fond, on essaie de comprendre les femmes entrepreneurs. Donc, pourquoi les femmes ont décidé de se lancer en entrepreneuriat. Il y a plusieurs facteurs qui faisaient en sorte que les femmes décidaient de se lancer en affaires. Puis justement, un des facteurs, un des influenceurs, c'est le fait de provenir d'une entreprise familiale. Donc, c'était vraiment un élément, le moteur pour avoir le goût de se lancer en affaires. Mais un autre élément, c'était justement pour la flexibilité que ça amenait le fait d'être entrepreneur. Puis si je veux vraiment que ce soit clair de dire, c'est pas parce qu'ils vont travailler moins, mais c'est qu'ils vont avoir la flexibilité de travailler de la façon qu'ils veulent travailler. Donc, ça devient plus facile. Ça veut pas dire que les... Non, puis au contraire, souvent, les entrepreneurs vont travailler beaucoup plus que la moyenne, mais au moins, ils vont être en mesure de gérer leur propre horaire puis de définir justement c'est quoi leur limite. Ouais. Je pense que, là, j'ai pas encore d'enfant, fait je vais pouvoir peut-être avoir un autre discours dans quelques années, mais je pense que... Ça viendra pour une prochaine capsule. C'est ça, mais le pire, le plus difficile, ça doit être quand tu dois être assis à un certain endroit, entre, par exemple, de 8 à 5. Ça, d'un point de vue équilibre travail-famille, ça doit être hyper difficile, mais quand, justement, tu crées ton propre travail, tu deviens ton propre patron, bien justement, tu as cette flexibilité-là, par exemple, d'amener ton enfant au travail pendant les journées pédagogiques, de partir un peu plus tôt pour pouvoir aller chercher ton enfant si jamais il faut que tu ailles le chercher plus tôt. Donc, il y a cette espèce de flexibilité-là qui rend peut-être justement la conciliation plus facile. Mais il y a aussi, au-delà d'être entrepreneur, il y a des entreprises qui emboîtent le pas à donner cette flexibilité-là à des employés. De plus en plus. C'est ça, tu sais. Je peux penser à des entreprises que moi j'ai côtoyées, comme Genetech, qui est une entreprise en caméra de surveillance, système de caméra de surveillance, où j'ai vu des enfants au travail en journée pédagogique, puis l'employeur, en fait, le permet parce que ça fait partie de ses valeurs aussi. Tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a l'entrepreneur, en fait, la personne qui devient entrepreneur pour une de ces raisons-là, aurait pu peut-être être satisfaite ailleurs, mais il y a aussi la fibre entrepreneuriale aussi. Ouais. Ils ont emboîté le pas là-dedans. Là. Puis justement, tu fais penser, si je reviens un peu plus tôt dans la discussion, je parlais de comment devenir plus sexy pour ses employés. Et ça, c'est une des façons, tout le volet de conditions de travail. Souvent, de plus en plus en RH, toutes les stratégies RH, les PME, on va leur dire, essayez de le voir un peu comme vos stratégies marketing. Donc, essayez de déterminer c'est quoi votre persona, mais d'employé. La marque employeur. Exact. Pour justement développer ta marque employeur, puis venir justement ajouter des conditions de travail à ton employé type. Fait que si ton employé type a entre 35 et 45, bien là, les horaires flexibles peuvent être intéressants. Il y a des bonnes chances qu'il y ait des enfants, il y a des bonnes chances qu'il y ait besoin de ça. Exact. Alors, tu sais, si tes employés types, ils ont entre 20 et 30 ans, bien là, ça se peut que les 5 à 7 du jeudi soir soient vraiment super intéressants au niveau des conditions de travail parce que là, on n'est pas nécessairement rendu au même endroit dans notre cycle de vie. Nos besoins sont différents. Donc, justement, venir comprendre c'est qui notre employé type pour rendre notre entreprise sexy, puis vraiment venir aligner justement nos conditions de travail, ça peut être un élément là, super intéressant. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas nécessairement de lien entre entreprise familiale et conciliation travail-famille. Non. Bien, le lien là, qui pourrait venir en tête... le seul lien. Bien, ce serait peut-être en fait que ce qui devient intéressant, c'est quand ton patron est aussi le grand-parent de tes enfants. Peut-être que la conciliation travail-famille peut être... Parce que le patron peut garder les petits-enfants? Oui, il peut comprendre le fait que sa fille ou son fils doivent aller chercher ses enfants. Mais je pense qu'il faut le voir d'un point de vue plus entrepreneur au niveau de la flexibilité du style de vie. Que de l'entreprise familiale. Exact. Si on revient un peu sur la raison de pourquoi tu enseignes, en fait, au HEC, est-ce que tu t'impliques pour essayer de justement réveiller quelque chose auprès de jeunes qui n'auraient pas les horizons ouverts? Bien... Comme toi, tu l'as vécu un peu? Bien, peut-être pas dans une optique de par rapport à moi, ce que j'ai vécu, mais ce que je trouve intéressant avec le cours de PME, c'est qu'en ce moment, l'entrepreneuriat est super valorisé. Mais souvent, on valorise beaucoup la start-up, la création d'entreprise. Mais au final, si tu crées beaucoup de nouvelles entreprises, mais que tu laisses tomber les entreprises qui existent déjà, bien, au final, ta création de valeur est nulle parce que tu annules au final avec ce que tu crées, il y en a qui disparaissent. Fait que de vouloir justement valoriser les histoires d'entrepreneurs qui perdurent depuis une couple d'années, qui gèrent réellement leur entreprise, qui ont des employés, qui créent de la valeur pour notre économie, qui sont autant à Montréal, qui sont autant en région,
qui vivent des défis qui sont différents des défis qu'on voit, par exemple, à des émissions comme dans le Dragon ou qu'on voit dans les concours de pitch, etc., pour essayer justement de valoriser cette espèce de boule qui est entre la start-up et la grande entreprise. Ouais. Donc, qui est peut-être quelquefois oubliée. C'est pas nécessairement ce qu'on met beaucoup de l'avant. C'est en partie pourquoi j'enseigne. Parce que je trouve qu'on... Ben, en fait, à cet âge-là, pour l'avoir posé comme question dans tes cours, qui veut s'en aller en comptabilité après ou partir autre chose ou avoir un autre champ d'intérêt complètement, je pense qu'il y a une ou deux mains qui se lèvent à dire qu'ils vont faire autre chose que de la comptabilité. Ouais. Mais probablement que dans 2, 4, 6 ans, ces gens-là vont se réveiller puis vont peut-être avoir d'autres intérêts qui vont faire surface puis qui vont aller complètement ailleurs. Mais... en tout cas, je trouve ça très, très beau que tu t'impliques à ce niveau-là pour mettre de l'avant tout ça. Pour terminer, est-ce que tu souhaites quelque chose pour l'entrepreneuriat au Québec dans les, mettons, 10 prochaines années? Quel changement tu aimerais avoir apporté ou quelle influence aurais-tu aimé avoir? J'espère pouvoir avoir participé à une espèce de révolution d'affaires, puis pour pas reprendre le slogan de Kobo, mais je pense que, en fait, tu vois une entreprise qui a une mission forte, mais grosso modo, je pense qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on a des super belles entreprises, on a des entrepreneurs vraiment dynamiques qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de visions, mais qui souvent manquent d'outils ou d'espèces d'outils pour essayer de justement faire face aux changements qui s'en viennent. Je pense qu'il va falloir, en effet, que nos PME puissent se réinventer pour pouvoir être en adéquation avec ce qui se passe sur le marché. Fait que pouvoir, avoir la capacité de donner ces outils-là, de donner ces pistes de réflexion-là, ces idées, pouvoir réfléchir avec les entrepreneurs qui composent notre tissu économique. Pour moi, c'est ce que j'espère faire là, dans les prochaines années parce que je pense qu'on est hyper créatif, on a des super belles idées, on est plein de ressources. Fait que je pense que, en fait, j'espère que nos entreprises vont réussir à fleurir. Puis oui, voir éclore des nouvelles pousses qui éventuellement vont devenir des petites, des moyennes, éventuellement peut-être des grandes entreprises internationales. Mais je pense qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'un point de vue là, entrepreneurial. Oui, au niveau de la start-up, mais oui aussi là, au niveau là, de la PME. Puis je pense que ça va être super intéressant de voir ce qui se passe là, dans les prochaines années. Mais merci beaucoup, Catherine, d'avoir pris le temps de venir nous discuter aujourd'hui, de venir nous jaser de toutes tes connaissances, de ce que vous pouvez apporter, ce que toi, tu peux apporter, en fait, comme appui aux PME avec l'équipe de Coboom aussi, puis ta connaissance d'entreprise familiale. On espère pouvoir te reparler sur d'autres sujets, mais aussi peut-être sur ton entreprise familiale. Éventuellement. Éventuellement. Si vous voulez plus de contenu comme ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. La chaîne YouTube, abonnez-vous pour recevoir des notifications sur les nouveaux épisodes qui sortent. Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir les nouvelles de l'entreprise. Et on se revoit le mois prochain pour un prochain vlog.